Une centaine de chaises là-bas. Alors, qui commence? Romain ou Jean-Baptiste? Moi, je vais commencer. On n'a pas besoin de haut-parleurs et de... C'est bon, hein? On a tous des grosses voix, ça? On peut parler fort. Nous, on vient du Cantal. On a monté une association il y a 3 ans dans le but de reprendre une asso qui faisait déjà de l'accueil de jeunes, type lieu de vie, mais sans agrément LVA. Donc ils faisaient des conventions avec tiers dignes de confiance. Je ne sais pas si ça parle un peu à tout le monde. Et donc dans l'idée, on a monté une... Est-ce que ça parle à tout le monde ce que c'est qu'un tiers digne de confiance? Tu peux nous expliquer en 2 mots? Ils établissaient une convention directement avec une institution et le tiers digne de confiance, c'était quelqu'un qui prenait la responsabilité des accueils. Je sais pas si je me trompe. C'est une appellation d'origine contrôlée hein, par les services de l'action sociale des familles. C'est pas l'action sociale, c'est PJJ. C'est PJJ plutôt, c'est ça? Quels sont C'est le juge des enfants qui peut ordonner cette mesure. Voilà. C'est quelqu'un qui est nommé par le juge. C'est une décision judiciaire. On ne s'intitule pas tiers digne de confiance comme ça parce que ça nous chante. On est nommé par un... Ça peut être aussi dans un cadre administratif, c'est une personne qui va accepter. Il y a une évaluation faite par les services sociaux qui donne son évaluation. La personne peut être désignée, reconnue par le conseil départemental pour accueillir des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance. C'est d'ailleurs prévu dans la dernière loi de 2016 que les enfants puissent être confiés à des tiers dignes de confiance. Et à l'origine des lieux d'accueil, avant qu'il y ait les... On ne parle pas d'agrément d'un lieu de vie d'accueil, on parle d'une autorisation de lieu de vie d'accueil. Donc avant que les autorisations soient données au lieu de vie d'accueil, les dinosaures de l'époque avaient inventé tout un tas de biais, de contournements de la législation pour pouvoir accueillir des jeunes et des personnes en difficulté. On n'accueille pas que des enfants, on peut accueillir aussi des adultes. Demain, il y aura la présence de Tentative, par exemple, qui est un lieu qui accueille des jeunes autistes, des jeunes adultes autistes dans le département du Gard. Voilà. Donc, les assistants familiaux, on appelait ça autrefois ce que disait tout à l'heure Minu, les assistantes maternelles, ou on les a appelés des familles d'accueil. Voilà, les gens étaient nounous, tiers dignes de confiance. Voilà, il y avait toute une inventivité pour utiliser la loi pour créer quelque chose à la marge de la pratique habituelle. Alors continue Jean-Baptiste à nous expliquer d'où ça vient. Et donc, au vu de la fin de l'activité de l'association Méandre, les personnes qui en faisaient partie avaient envie de transmettre le lieu et l'outil de travail. Donc, nous, on a bénéficié en fait de cette transmission. Romain qui travaillait, lui, avec l'association Méandre, tu pourras en parler après, je pense, et moi qui ai passé un petit peu de temps sur le lieu là-bas, on a constitué une équipe de repreneurs. Et avec la demande de l'association Méandre, justement, derrière d'avoir un statut et peut-être de pérenniser cet accueil social. Et donc, nous, on est parti un peu sur la route de l'autorisation d'ouverture, justement, LVA. Donc, en 3 ans, on a eu un peu le parcours de monter une équipe, constituer un peu notre éthique pour pouvoir écrire notre projet d'établissement et notre dossier de présentation de nos envies et notre projet, quoi. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on a essayé de travailler avec le département en amont du dépôt de la demande d'autorisation d'ouverture pour essayer de les inclure dans la concertation et d'avoir leur avis. Donc on s'est heurté assez souvent à des murs, donc on a eu déjà 2 lettres de refus seulement d'un avis. Donc clairement c'est des arguments de vous ne faites pas partie du schéma départemental, nos moyens sont pas suffisants, il y avait quoi d'autre comme on n'a pas de besoin sur le département, ça c'est des réponses orales qu'on a eues. Et suite des réponses écrites. Deux réponses écrites. Alors on en a une première réponse écrite lors d'une demande de consultation. Première réponse écrite qui nous dit, mais en 3 phrases, vous ne faites pas partie du schéma départemental, on ne veut pas vous rencontrer ni rien.
Entre la première réponse écrite et la deuxième, on a rencontré le président du conseil général et la directrice enfance-famille qui nous ont reçus par des biais de relations auxquels on a présenté notre projet de reprise de la Méandre et de constituer un LVA. Et donc il y a eu une assez bonne écoute pendant la rencontre avec vraiment les arguments qu'on a servis, mais derrière on avait toujours cette petite crainte, on sentait la petite crainte de dire écoutez, nous on ne veut pas prendre de responsabilité quant à l'ouverture d'un LVA, nos moyens financiers sont réduits, donc ça on a essayé de chanter ces arguments, notamment celui des finances, parce qu'au final ça ne représente pas forcément une responsabilité financière supplémentaire pour le département. Enfin, en dehors du temps de travail des contrôleurs. Peut-être oui, des personnes qui contrôlent, c'est ça. Et on a vraiment senti le besoin d'avoir un contrôle sur une structure qui pourrait leur échapper. Il faut savoir que dans le Cantal, il y a un LVA qui a été agréé il y a quelques années, qui a eu un signalement il y a quelques années. C'était un LVA qui fonctionnait avec des jeunes, je crois, de l'Essonne, mais je ne suis pas sûr. Et donc, les Grivaldes. Les Grivaldes, ça s'appelle. Et donc, il y a un peu cette crainte, je pense, de prendre la responsabilité de faire une autorisation d'ouverture. Derrière, du coup, le président du CG et la directrice enfance-famille nous ont dit envoyez-nous votre dossier, on vous donnera un avis et on va construire ensemble. On a envoyé le dossier et clairement on a reçu la même réponse que la première, c'est vous ne faites pas partie du schéma départemental, nous n'avons pas les moyens financiers, on a prévu d'ouvrir une ex, et puis de toute façon il n'y a pas de besoin. Donc bon, ok. Alors vous ne désespérez pas? Alors on ne désespère pas parce que derrière on a toujours cette idée que vu qu'on n'a pas fait de dépôt officiel, nous on leur a envoyé le dépôt le dossier pour avis. Là on a pris la position associative, parce qu'on a une structure associative, de faire le dépôt au mois de septembre, le dépôt officiel au mois de septembre, avec peut-être derrière, si on a une réponse officielle d'un refus, derrière aller, si ça se trouve, au tribunal administratif, ou alors servir des arguments juridiques plus clairs. Donc là on essaie de bétonner le dossier sur les petits éléments qui pourraient nous être sur lesquels il pourrait appuyer. Donc tout ce qui est question de budget, d'investissement, ce genre de petites choses-là. Et après aussi sur peut-être des questions plus claires sur quel type de public vous voulez accueillir. Et ça c'est des choses qui évoluent au terme de nos rencontres, de notre projet aussi. Et puis à chaque rencontre du GERPLA on sort avec de nouvelles idées, mais c'est ça qui est intéressant. Donc là sur le développement de notre projet et de la manière dont on va le présenter, on en est un peu là actuellement, avec peut-être des choses à rajouter si vous voulez. Je sais pas, peut-être que c'est au gré des échanges qu'on va un petit peu ce que chacun a envie de partager. Ce qu'on a l'habitude de dire quand on veut créer un lieu de vie d'accueil, c'est qu'on a tendance à vouloir d'abord aller voir les techniciens de l'enfance ou du département, alors que ce que nous pensons au GERPLA, et c'est pas forcément évident de l'annoncer comme ça à brûle pour point, c'est un projet de lieu de vie d'accueil, c'est d'abord un projet politique. C'est vraiment un projet politique au sens plein du terme. C'est vouloir accompagner des personnes vulnérables autrement que dans les habituelles façons d'accompagner ces publics vulnérables, et qui sont, Agnès nous disait tout à l'heure, qui sont de plus en plus vulnérables. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans des nécessités vitales d'être accompagnées autrement que dans des MEX ou dans des familles d'accueil ou dans des structures habituelles. L'autre organisation politique, c'est que les lieux de vie d'accueil sont autorisés avec cette spécificité de n'être pas des services et des établissements, donc de ne pas rentrer dans un schéma départemental, et de n'être autorisé que par le président du département, ou la présidente du département, parce qu'il y en a de plus en plus maintenant,
Parce que c'est d'abord un projet politique. L'autorisation, elle n'est pas donnée par le directeur de l'action sociale et des familles ou des activités sociales, elle est donnée par le président du département ou par le préfet, si c'est un lieu de vie et d'accueil, qui est autorisé dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse, ou est donnée aussi par le département, parce que ça peut être l'accueil de personnes porteuses d'un handicap. Donc la décision elle est d'abord politique. Et lorsque l'on va voir un responsable de service, ce responsable de service, il n'est, sans mépriser ces personnels-là, ils ne sont que des agents exécutifs d'une politique départementale. Si le président du département est ouvert à la question, il serait encore plus intéressant que le conseiller départemental, qui lui va présenter ses réalisations durant son mandat, alors qu'il est conseiller départemental de son, je ne sais plus si on appelle ça un canton, mais peu importe, il est élu d'un secteur géographique dans lequel va s'installer le lieu de vie d'accueil, et bien ce conseiller départemental-là, il a tout intérêt à organiser et à faciliter l'autorisation d'un lieu de vie d'accueil, parce que il va apporter à son secteur géographique un développement local. C'est une micro-organisation, un lieu de vie d'accueil, c'est pas une grosse organisation, c'est 5 ou 6 personnes qui sont réunies, ou 7 même au maximum, ou 10 voire quelquefois, mais réunies dans un petit endroit de son canton, et il a tout intérêt à pousser ce projet auprès du président du département, dont lui-même a été un des électeurs. Voilà, donc il faut prendre la création d'un lieu de vie d'accueil, il faut le prendre systématiquement par le côté politique de la décision. Alors, après seulement, les chefs de service des départements, ils vont être aux ordres du gars qui a décidé que oui, il fallait faciliter la création de ce lieu de vie d'accueil. Nous, on se trouve pour rebondir là-dessus, on se trouve dans une situation assez particulière politiquement justement, parce qu'on est dans le Cantal, c'est un petit département. Il se trouve que le président du CG, il est président du canton, il est président de la Comcom dont on fait partie, et en fait il a un peu la main mise sur beaucoup de choses qui se passent. Donc clairement, nous, on a élaboré une stratégie politique justement, parce que notre envie elle est politique d'accueillir aussi, on ne s'est pas dit on va ouvrir un LVA. Nous d'abord on veut accueillir, le LVA c'est un moyen d'accueillir. Si on trouve d'autres moyens et si ça évolue dans la loi, on trouvera d'autres moyens d'accueillir. Et là, notre stratégie c'est d'essayer déjà de nous faire reconnaître en tant qu'association aussi avec une activité associative, parce que notre asso ne va pas faire que de l'accueil, et déjà nous incruster sur le territoire aussi, qu'on soit des acteurs reconnus aussi à ce niveau-là, et aussi d'essayer de voir différentes strates, donc que ce soit communal, Comcom, et même au-dessus, préfecture, enfin tout, pour qu'au niveau du conseil départemental, ça débloque un petit peu. Ça a été un peu notre stratégie, et puis après, derrière, en ce moment, la stratégie parallèle, mais ça j'en ai pas parlé, c'est de se dire est-ce qu'on va commencer à accueillir d'une autre manière. Et là, depuis le mois de janvier, on a mis en place, je ne sais pas si vous connaissez, Accueil Paysan, qui est une structure nationale qui s'est montée dans les années 80 et qui fait de l'accueil à la ferme. Et ils ont un volet accueil social. Donc depuis le mois de janvier, on a été labellisé accueil social, accueil paysan. Et donc on va essayer de mettre en place des accueils de ce type-là. Alors après, sur la défense des responsabilités éducatives, sur d'autres responsabilités, c'est un peu différent de ce que peut être un lieu d'accueil. Mais on s'est dit que ça pouvait être un biais au préalable pour accueillir déjà, parce qu'au final, nous, ce qu'on veut, c'est ça. Donc une belle inventivité là, parce qu'en effet, si le politique en place, il cumule les fonctions, il est un empêcheur d'avancer. Ouais. La question politique, elle est aussi, elle a beaucoup d'héritage du fait qu'on récupère un lieu qui a aussi son histoire, avec des acteurs qui connaissaient bien les pratiques et qu'on n'était pas du tout déçus. Mais au-delà de ça, c'est qu'on a aussi l'héritage de la vision de très loin qu'il faut déconstruire,
que sont voilà, les débuts des mouvements des lieux de vie sur les formes d'antipsychiatrie, d'anti-institutionnalisation des rapports d'accompagnement sociaux. Et ça, c'est aussi quelque chose peut-être qu'il faut pêcher et qu'il faut apprendre à déconstruire, puisqu'il faut aussi réapprendre à ces techniciens qu'est-ce qu'est leur travail et qu'est-ce qu'un lieu de vie. En quoi ils ont à nous aider, qu'est-ce que sont leurs rôles et comment on répond à leurs besoins. Chose étant, ils sont peu, je pense, à ouvrir les dossiers qu'on leur offre, sachant qu'on a fourni une étude de besoin en faisant une enquête de terrain pour les différentes institutions qui sont sur le territoire. Et on pourrait ouvrir plus qu'un lieu de vie dans le Cantal. Voilà, il faut leur apprendre que c'est pas une enveloppe de fonctionnement annuelle, que c'est un fonctionnement qui est du cas par cas et qu'on a notre autonomie de fonctionnement. Et du coup, tout ça, c'est faire de la pédagogie aussi. Faire de la pédagogie et réussir à aller un peu plus loin que ce qu'ils entendent. Donc on espère, et puis on verra un peu le déroulement de l'aventure. Mais voilà, notre histoire, nous, elle part d'un héritage de lieu. Et puis il y a ce que disait Jean-Baptiste, quand il y a une expérience délétère, quand un lieu de vie faillit à ses responsabilités, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu de vie, mais visiblement il y a un passif entre le département et ce lieu de vie qui a failli à ses responsabilités. Alors là, c'est très très difficile à déconstruire. Ouais, on a vite fait de considérer que les lieux de vie d'accueil s'en foutent plein les poches, que les lieux de vie d'accueil n'ont pas le sens de l'éducatif, que les lieux de vie d'accueil peuvent être des sectaires. Voilà, il y a tout un tas de mauvaises images qui collent à la peau des lieux de vie d'accueil. Surtout que c'était le seul. C'était le seul. Mais ça peut être l'arbre qui cache la forêt. Ouais, juste deux trucs. Au niveau fric, il faut arriver à faire comprendre la différence aux mecs qui filent la reconnaissance, quelle qu'elle soit, que c'est un peu comme le roquefort. Si tu trouves que le roquefort est trop cher, tu peux acheter du bleu de brebis, à ce moment c'est à la vente. Et si jamais c'est encore trop cher, tu peux tout à fait acheter un camembert à la coque, ou ne pas du la combinaison et eau. Non, mais les présidents et tout ça, là, tu vois, des trucs... Parce qu'il y a des bons camemberts à la bouche. Après, il y a des très bons, mais là, je pensais au Lactalis. Au Lactalis, c'est les roquefort. C'est celui qui fait le bleu. Et on a le choix, quoi. Donc, ils ne peuvent pas, c'est un argument que tu ne peux pas tenir, l'histoire du fric, parce qu'ils ne payent que quand ils utilisent. Donc à partir de ce moment-là, est-ce que vous êtes d'accord, et on revient sur le truc politique, est-ce que vous êtes d'accord avec ce type de projet, ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Et c'est ça qui est un jeu derrière. Et le truc, le lieu qui a déconné, il faut parler des grosses institutions qui sont déconnantes aussi, ça existe et dire, là il n'y a pas de prix, il faut avoir tout ce genre de trucs, et surtout, il faut aussi avoir du monde, pas se pointer tout seul à ce type de réu, avoir du monde, et ce que je dis tout le temps, c'est aussi prendre des notes dans chaque réu, pour filer soit aussi son compte rendu. Du coup, ce que disait un petit peu pour décrypter ce que disait JB, c'est que JB il a bossé aussi sur les questions des chantiers jeunes, et on passe aussi par d'autres portes pour montrer que notre association a une vie sur le territoire. On est avec des acteurs à la DDCSPP qui arrivent à réhabiliter aussi un peu des luttes pop au sein du La territoire. direction départementale de la protection des populations, c'est ça? Ouais, de la cohésion sociale. La cohésion sociale des populations. Et du coup, là, on bénéficie d'acteurs qui sont vraiment chouettes. Et du coup, c'est comment on va réussir si jamais Accueil Paysan, ça nous est défavorable par rapport justement à la reconnaissance de la responsabilité éducative, puisque ça s'est plutôt créé comme un complément de revenu pour des personnes qui sont paysans, agriculteurs. Et du coup, on a moins de reconnaissance sur, on va dire, notre souveraineté d'accompagnant ou de notre reconnaissance d'éducateur, notre savoir-faire, etc. Du coup, l'enjeu, ça va être un petit peu d'essayer de créer notre propre culture professionnelle avec ce tissage. Il y a aussi une question qui a été évoquée lors du rendez-vous avec le Conseil général,
c'était le fait que récemment dans le Cantal, il y a eu des tonnes de procédures prud'homales. Et clairement, eux, il y a la peur d'une structure ou d'un IVA qui ne serait pas sous leur contrôle. Et vraiment, cette volonté-là, eux, ils nous ont dit clairement, dans nos budgets, là, on a prévu 300 000 € par an pour les procédures prud'homales. Ils ont été attaqués par le responsable, par une personne qui empoche 50 000 €. Derrière, l'autre personne qui était incriminée l'attaque et rempoche 80 000 €. Bah, du coup, ça leur fait peur. On a qui parle C'est ça, dans la mesure aussi associative. Ils ont une responsabilité sur les salariés ou les caisses. Et c'est bien pour ça qu'ils favorisent l'associatif. Ils sont responsables de rien au niveau des énergies. Ça leur coûte par an. Il y a quelque chose qui est à souligner dans ce que vient de dire Nunu tout à l'heure. Nul n'est prophète en son pays. Donc quand on va, avec son propre projet, rencontrer le président du département, il va tout seul, on prend le risque qu'il impose sa vision des choses. S'il est présent avec, il y a des collègues dans l'Allier, enfin je sais pas, je vous représente que l'Allier c'est pas loin du Cantal, mais c'est peut-être très très loin. Hein, mais si les collègues de l'Allier sont présents à la réunion, en tant que représentants du GERPLA, ou de ce que vous voulez, peu importe, mais en tous les cas, ils sont présents avec une autre façon d'apprécier les lieux de vie d'accueil dans le département d'à côté. Le département du Cantal, il n'a pas envie de briller par son ignorance. Il peut être attentif au fait que son voisin, il a intégré que les lieux de vie d'accueil, c'est une réelle richesse, c'est une réelle valeur dans la politique du département. Et il peut soudainement s'apercevoir que c'est plutôt un intérêt qu'un risque. Parce que le mec qui propose de mettre 300 000 € pour se prémunir des prud'hommes, c'est qu'il a du mal à prendre des risques. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui est pathologique. Il semble quand même qu'il y ait une méconnaissance du fonctionnement effectivement du département. Mais ce qu'il y a, c'est qu'apparemment vous êtes adressé que aux services techniques et non pas aux élus. Mais si, quand elles vont voir le président. Si vous avez écouté la réponse du président, ça Oui. c'est pas compris. Il faut se méfier quand même. Moi, par expérience, Ce sera coupé au montage. Hein. Non, juste là-dessus, le politique, oui, effectivement, ça peut être une porte d'entrée, mais c'est la plus intéressante, et je suis tout à fait d'accord sur le. Après, je m'aperçois, quand on sort du département, le politique, il n'en a rien à cirer. Hein, et on peut aller le voir, il s'en fout complet. Lui, il donne des clés à ses administratifs, qui eux gèrent, comme ils gèrent depuis, même s'il y a eu changement de mandat, etc. Ils sont toujours en place depuis 10, 15, 20 ou 30 ans, et ils continuent à gérer le département à leur sauce. Hein, c'est-à-dire que le président du conseil départemental donne une enveloppe, démerdez-vous avec ça, et eux, ils font leur sauce là-dedans. Et il ne prend pas le pouvoir et il ne veut pas prendre la responsabilité. Alors je distribue la parole. Il y a deux choses, je peux rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, en Gironde, on a eu un président qui est resté 40 ans. Ça n'a pas. Ça s'est un peu enlisé. Et bon, là, ça a changé. Peut-être qu'on aura affaire à d'autres façons de voir, d'autres façons de travailler. Et c'était en train de bouger déjà, notamment au centre départemental de l'enfance, où ils sont en train de diviser les services en différentes petites maisons. On a 2 représentants ici qui travaillent au service du SDAF, avec lesquels on a eu l'occasion de travailler aussi depuis peu. Donc le système lieu de vie est en train d'être un peu repris comme modèle, j'ai l'impression. C'est un peu la tendance, en tout cas, réduire les groupes, etc. Au Gironde, c'est comme ça. Mais pendant tout le temps où on a eu M. Madrel à la présidence du département, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui n'ont absolument pas bougé pendant 40 ans, je crois. Hein, ça a duré 40 ans. Par ailleurs, concernant ce que vous disiez à propos de la procédure prud'homale, quand on est en lieu de vie et d'accueil responsable et qu'on est par exemple en association, les procédures prud'homales ne sont pas prises en charge par le budget du département. Donc c'est un faux argument, ça. C'est l'association qui va payer pour ça. C'est l'association qui est attaquée par le salarié au prud'homme. Donc c'est l'association qui doit payer ça, qui doit avoir donc de la trésorerie,
qui n'a absolument rien à voir avec le budget qui vous est alloué pour vous occuper des enfants ou des jeunes. Donc voilà. Du coup, c'est là l'important. C'est deux choses différentes. Hein. Il y a deux gestions différentes. Il y a une gestion, pour ce qui nous concerne en tout cas associative, et une gestion liée au budget qui est contrôlé, que vous devez utiliser à l'égard des usagers que vous recevez. Je pense que c'est vraiment là la stratégie d'avoir un tiers qui offre cette parole-là pour apprendre comment le financement d'un lieu de vie se fait, quels sont les risques qui sont exclus au niveau du département en termes de responsabilité, etc. Et notamment par rapport à toutes ces questions de reprise. Donc moi j'avais bossé avec l'association Méandre, j'étais embauché par la sauvegarde de l'enfance, par la sauvegarde, l'ADSEA, sauvegarde de l'enfance du Cantal, et du coup j'étais un électron libre, donc j'étais mis à disposition pour Méandre. Il y a eu une petite chasse aux sorcières dans la sauvegarde, comme dans beaucoup de départements, et j'ai sauté, et la question qu'on m'a dit, donc quand on m'a invité à faire une rupture conventionnelle de contrat, donc en fermant le lieu de vie, les accompagnements qui étaient en cours, etc. C'est, mais vous savez, au sein de la sauvegarde, on va pouvoir peut-être créer un lieu de vie et vous serez responsable, etc. Et du coup, le gros enjeu est là aussi, qu'ils ne croient pas qu'ils ont des bonnes idées, alors que la question des lieux de vie ne peut pas se faire avec une méta-organisation. C'est vraiment impossible, et je pense que c'est bien de commencer à en parler de cette possible reprise par des grosses associations. C'est le risque, hein. Le modèle est intéressant. Je pense que les politiques et les décideurs, administrateurs ont conscience que c'est une richesse, effectivement, mais c'est pas... Voilà, ils aimeraient bien la garder pour elles, cette richesse. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de bataille. En étant responsable d'un lieu de vie, c'est vrai qu'on a une grande liberté d'action. On peut travailler avec qui on veut, on peut accueillir qui on veut, ceux avec lesquels on se sent le mieux. Donc c'est créer son propre emploi, enfin il y a tout ça. Et c'est vrai que par rapport à des fonctionnements institutionnels qui sont de masse, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu sur le monopole financier. Il y a une espèce, aussi. c'est avoué ou pas avoué. Sur la question d'accueillir des jeunes d'autres départements, réapprendre ou désapprendre que c'est pas concurrentiel et que ça fait rentrer de l'argent sur le territoire et que c'est tout bénéf et que ça crée une diversité, etc. Je crois que c'est un propos aussi que là le tiers, le jour où on invitera je ne sais qui venir à ce rendez-vous, de pouvoir déconstruire ça, parce que c'est vraiment la crainte, quoi. Nous on veut que ça soit des enfants du département accueillis chez vous avec le prix de journée qu'on décide, etc. Tu ne peux pas déconstruire comme ça des systèmes qui fonctionnent très très bien. Peut-être pas de ton point de vue, mais ça fonctionne très bien pour ceux qui les ont mis en place. Donc tu peux pas, ils sont... Avec des enfants de son département, c'est de juste le PIB des tours de parole. Voilà, c'est ça. Il y a la main et puis le tour de parole là-bas. Alors, je crois qu'effectivement, il y a un enjeu hyper fort. Tout à l'heure, tu parlais d'éducateurs spécialisés et de dire à quel endroit on est technicien et éducateur spécialisé. Et sur cette question, je crois qu'il y a un enjeu à dire oui, on a cette spécificité-là ou cette technicité, mais pas forcément parce que tous les permanents de vie ne sont pas éducateurs spécialisés. Et à venir pointer qu'est-ce que la spécificité d'un permanent de vie et qu'est-ce que ça peut apporter. Et la différence entre être une succursale de Metz et un lieu de vie avec une permanence, avec des gens qui vivent sur place et tout ce que ça engendre dans l'accueil des jeunes. Et à cet endroit-là, du coup, venir déconstruire ou reconstruire une image de lieu de vie, il y a un enjeu fort de ce que Eh bien, écoute, puisque tu as la parole, tu vas la reprendre, on va donner la parole à Serge qui lève la main. Si tu as la parole, tu veux bien, après que Serge nous ait parlé, tu veux bien enchaîner sur la façon dont vous avez tracé de la reprise de Méandre, avec tous les méandres autour de la reprise compliquée. Moi, je vois rapidement intervenir, parce que ça me fait écho leur pratique, d'accord. Ça me fait écho, et j'appuie aussi sur ce que tu peux dire au niveau politique. Je prends la parole 5 minutes. Nous, on est en Lozère. Et donc on est tu es d'accord, Serge, ça va? On est donc voilà, on peut dire le contact, c'est pas vraiment. Et avant de pouvoir avoir un premier rendez-vous et l'ouverture après autorisation de l'EDA, on a galéré pendant 3 ans. 3 ans à être confronté à un président d'un conseil général, parce qu'à l'époque c'était un conseil général, avec une chef de service qui fermait tout. Oui, c'est très important de bien posséder le langage du conseil général. C'était maintenant le conseil général, maintenant ça devient le conseil départemental. Et donc un
un président qui s'appelait à l'époque Pourquier, qui était très ouvert, réunion sur réunion, rencontre sur les marchés, enfin partout, mais qui avouait quelque chose qu'il ne pouvait pas désavouer ses services. Et puis on n'a rien lâché, on a continué, et effectivement on s'est impliqué dans la vie du village, rencontre avec le maire, participation à kermesse avec mon gamin, parce qu'à l'époque on était assistant familial avec mon épouse. Et on prenait aussi des jeunes fermiers de confiance, que la pédoxie ne pouvait pas gérer des suivis judiciaires. Et puis en aiguille, on s'est vraiment impliqué dans la vie du village, on a participé au vide-grenier, on a fait des petites fêtes, et puis dans le village, le maire nous a rencontrés, nous a présenté la conseillère départementale du canton. Puis il y a eu des élections. Et toute l'équipe en place a giclé. Donc c'est un des seuls départements à l'époque qui est passé de droite à gauche. Et donc il y a Mme Sophie Pantel elle par contre, qui a repris un peu tous les dossiers qui étaient mis de côté. Et on s'est retrouvés en une semaine pour voter 3 fois au département pour expliquer notre projet. Et là, tous les administratifs qui bloquaient ont été eux aussi convoqués et ont été exposés. C'est-à-dire qu'ils sont tous partis. Il y a une nouvelle équipe qui arrivait. Et Pantel, qui est la nouvelle présidente du conseil départemental, elle a tapé sur la table et elle a compris une chose, c'est qu'on ne pouvait pas empêcher un outil de s'installer dans son département, même si on ne l'utilisait pas. Donc, elle a été OK pour la création de lieux de vie, même s'il n'y a pas de besoin. À ce jour, il y a 90% des effectifs de LVA qui sont remplis par le département, avec qui on travaille très très bien. Et vraiment, le levier aussi qu'on a activé, nous, c'était le département de la Lozère, c'est un des départements les moins peuplés de France, qui se meurt. L'ouverture du lieu de vie sur la commune, c'est là où le maire a été sensible, c'était 5 familles qui restaient sur la commune, des jeunes éducateurs et éducatrices qui ont été recrutés, qui sont avec moi aujourd'hui, que je veux intégrer dans le GERPLA et leur faire voir un petit peu cette dynamique et cette mouvance-là de l'anti-psychiatrie ou l'anti-institution, sans elle dans quelque chose de la révolte, mais de la résilience et aussi de la résistance quelque part. Et les 5 emplois qu'on a mis en avant, c'était aussi maintenir des places à l'école, avec des familles, mais aussi des jeunes qui vont être sur le lieu de vie. Et ça fait écho. Et donc on a aujourd'hui, ça fait 2 ans maintenant qu'on est ouvert, et on travaille vraiment très très bien avec le département. Alors, juste pour le Cantal. En Lozère, combien de lieux de vie d'accueil? Actuellement, il y en a, je crois qu'il y en a 4. Il y en a un qui a été fermé l'année dernière parce qu'il y a des soucis. Mais après, il y a lieu de vie et lieu de vie. Il y a des lieux de vie qui, à mon sens, ne sont plus des lieux de vie. Ce sont des mini-institutions. Voilà, avec des grosses associations et on prend les ronds avec des recrutements d'assistants familiaux, qu'on paye assistants familiaux, en ayant des coups de journée. Enfin, bon, c'est un peu particulier quand même, fonctionnement, mais moi je après, où je suis étonné par contre par rapport au Cantal, c'est que nous, en tant que LVA lozérien, on a eu 5 demandes très récemment d'Aurillac. Ça, donc il y a des demandes. Tu le fais remonter. Il y a des demandes. Il y a des demandes, c'est sûr. De même type que, quand à l'époque c'était Mme Kramski qui était directrice de la solidarité, quand je présentais mon truc, elle me disait nous, on n'a pas de besoin. Aujourd'hui, le département. Nous, il nous arrivait au GERPLA, à un moment donné, de se mettre tous d'accord que toutes les demandes venant d'Aurillac, on les refuserait. En leur disant attendez, il y a un lieu de vie d'accueil qui veut ouvrir chez vous, faciliter leur ouverture, vous aurez un lieu de vie d'accueil à votre porte. Voilà, quand ils répondent qu'il n'y a pas de besoin, ils se masquent la réalité. C'est ça. Et vraiment s'impliquer dans la vie comme vous faites. Parce qu'à un moment donné, ça transpire, il y a des Oui. Alors Serge, tu voulais réagir. Donc, Serge Chailly, moi je suis conseiller départemental de l'Essonne, donc je prends la position plutôt d'administration. Il est vrai que quand une association dépose un dossier de demande d'autorisation pour un lieu de vie, pour un département, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce qu'effectivement, si l'association précise très rapidement qu'elle explique, comme on connaît bien, qu'elle n'est pas du tout obligée, le lieu n'est pas du tout obligé d'accueillir des enfants d'Essonne, par exemple, on est tout de suite assez réticent parce que c'est du boulot. Et surtout, c'est une prise de responsabilité forte au président du conseil départemental d'ouvrir une structure pour laquelle il n'y a pas de retombées positives. Si ce n'est, et il y a certains départements qui l'ont bien compris, c'est le département, je me perds les numéros, c'est où il y a Poitiers qui
accordent assez facilement des autorisations d'ouverture de lieux de vie parce qu'ils considèrent que ça procède aussi à l'aménagement du territoire. Pour un département rural qui se désertifie, ça permet de la restauration du patrimoine foncier, de créer de l'emploi, de faire fonctionner du commerce local et d'empêcher les fermetures de places. Et donc c'est un département qui a une ouverture assez large sur les créations de lieux de vie et d'activité. Par contre, pour l'Essonne, on n'est pas dans un département très rural, on n'a pas le problème de la désertification, on n'a pas ce problème-là, et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué d'autoriser un lieu de vie, sachant qu'on va en avoir tout le boulot d'ouverture, tout le contrôle et la responsabilité, et pour le président, la responsabilité pénale. Et je crois que ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Mais ça aussi, ça se déconstruit. Mais ça se déconstruit, absolument, ça se déconstruit. Parce qu'au bout du compte, le responsable pénal, c'est le responsable du lieu d'accueil. Oui, mais il va se reporter contre toi qui a facilité l'ouverture, et puis toi tu vas te reporter contre moi qui ai pris une responsabilité pénale répréhensible. Alors effectivement, après c'est là où la question politique est vraiment forte, dès lors qu'on a des responsables départementaux qui sont convaincus, qui soutiennent l'ouverture de lieux de vie, ça ce n'est plus un verrou. Et je crois que c'est ce qui se passe. Il y a aussi je pense, un apprentissage pour les porteurs de projets à faire, c'est comment traduire en langage administratif un projet politique d'ouverture de lieu de vie. Il y a souvent une complète... on ne s'entend pas, on ne peut pas s'entendre. Et dès lors qu'il y a cette possibilité de traduction, c'est ce qu'on fait avec mon collègue, Frédéric Nury, qui est désolé de ne pas pouvoir être là, les choses sont plus simples. Et je vais rebondir aussi sur le fait, effectivement, de plus en plus, les départements hésitent beaucoup à ouvrir des lieux de vie portés par des associations, sachant que maintenant il y a toute une pléthore de structures qui peuvent porter des lieux de vie. On s'y perd entre les associations, les SARL, les SAS, moi j'avoue qu'on y est un peu perdu, et qui préfèrent les SCOP, les travailleurs indépendants, et plein d'autres. Et de plus en plus de départements sont privilégiés pour ouvrir des ersatz lieux de vie, qui sont portés par des grandes associations, les OAA, des grandes associations regroupant des ex. Alors effectivement, ce n'est pas des lieux de vie. Non. Mais on profite du modèle accueil petit effectif pour prendre le statut lieu de vie comme, je dirais, comme étiquette. Si tu veux être traducteur pour la rencontre, on peut le faire avant. C'est pas nouveau, hein. Il y a 20 ans de ça, une tentative dans l'ordre de notre où on demandait, c'était l'époque des regroupements pour faire des économies au niveau comptabilité, et là on demandait, le département de l'Aude demandait au lieu d'accueil du culture de se paxer avec une grosse boîte à côté qui pouvait faire complètement autre chose. C'était Magali de Tara qui accueillait et qui accueille toujours des membres qui sont sous le côté psy, autisme et compagnie, et il voulait qu'ils se paxent avec une grosse MEX. Voilà, donc des trucs. Et ils se sont tous mis d'accord, ils ont dit non, là ça ne fonctionne pas. Quoi. Mais c'est des trucs qui sont cycliques, qui reviennent parce que il semble. C'était Lionel qui disait ça, il disait vous êtes chiant les lieux d'accueil, vous accueillez 4 membres, 5 membres, 7 ou 8 membres au maximum, et vous nous demandez autant d'énergie qu'une grosse boutique, parce qu'une grosse boutique, on sait qu'il y a le directeur, le général, le ceci, le cela, et ainsi de suite. On prend un dossier et on a fait 500 membres d'un coup. Et là, vous nous emmerdez parce que vous nous demandez trop de boulot. Et il ne le disait pas comme ça, mais bon. Une centaine de chaises. Ah, parce que nous, on peut...